Le prix d'Amérique remporté très facilement par le grandissime favori Abo Volo. Retour triomphal à Brive des héros de la Coupe d'Europe de rugby. Les manifestations populaires se multiplient en Albanie où des milliers de familles ont tout perdu dans la faillite de sociétés d'investissement. Climat électoral très chaud à Vitrolles avant le premier tour de l'élection municipale partielle opposant le PS au Front National dimanche prochain. Dans ce journal également, la Coupe du Monde de pâtisserie, tout sur les coucous et les premières tendances de la mode masculine. Madame, monsieur, bonsoir. C'est encore loin l'Amérique. Tais-toi et trotte. La 76e édition du Prix d'Amérique a été remportée très facilement par le grandissime favori Abo Volo, drivé par un Belge avec un propriétaire français, monsieur. Parmi les 30 000 spectateurs massés à Vincennes, Patrice Romden, Patrick Desmully. Le héros du jour, une heure avant son triomphe. Abo Volo, un mâle de 9 ans dont il convient alors d'évacuer le stress. Quelques pas dans les écuries, un box pour le soustraire au regard et un sifflement pour le faire uriner. S'il y a trop de monde autour ou n'importe, après au moins deux, dès qu'ils commencent, en plus des fois certains se mettent à s'énerver, ils n'arrivent plus à uriner, ça les énerve encore plus, ils se mettes à paniquer, c'est fou. Toutes les courses de la Réunion, pariture. 30 000 spectateurs, à commencer par la première dame de France, entre autres figures emblématiques. On vient pour les chevaux, certes, mais aussi pour les bonnes œuvres. Le bénéfice des entrées sera réservé à la Fondation Hôpitaux de Paris dans le cadre de l'opération Pièce Jaune Soleil qui est en train de se clôturer. Allez-vous jouer? Parier? Non, je ne suis pas une spécialiste de la question. Remarquez, elle n'est pas la seule. À l'étage, le foie gras et les mignardises attirent autant que la course. On joue comme on aime, vous savez, les dates de naissance, les dates de naissance des enfants par exemple. Ici, 900 francs couverts. Au rez-de-chaussée, la version hippique de la fracture sociale. Parieur d'un jour ou parieur de toujours, une obsession, le tuyau. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas premier? Ah non, 78 francs c'est un tocard, ce qu'on appelle un tocard, c'est-à-dire c'est un cheval oui, qui n'est pas tellement joué, il est abandonné à la côte. La logique normalement c'est 18-17. La logique, hein? La logique, 17, 5, mais il y a toujours des faillances quand même. Eh bien le mieux c'est encore de vérifier. C'est parti, 3 minutes et 21 secondes pour vibrer, douter, hurler, perdre ou gagner. Et il n'est pas le seul. Le propriétaire d'Abo Volo empoche 2 millions de francs. Un homme de 81 ans qui rêvait du Prix d'Amérique. Il s'appelle Albert Viel, c'est le premier éleveur français. Allez, tout cela vaut bien une Marseillaise. Chiffre d'affaires du PMU pour cette course, 210 millions de francs, soit un tout petit peu moins tout de même qu'en 96. 15 braves à Brive, les héros de la Coupe d'Europe de rugby, étaient de retour en fin d'après-midi sur leur terre corrézienne. Un reportage en noir et blanc signé Éric Perrin et Jean-Marc Sursin. On ne pouvait rêver plus beau comité d'accueil, les femmes des joueurs sont en première ligne et toute la ville de Brive pousse derrière. Car la vraie fête commence maintenant. Un premier geste qui en dit long, les joueurs offrent la Coupe d'Europe à Jean-Marie Soubira, un joueur de Brive qu'une maladie a exilé du terrain, la solidarité érigée en mode de vie. Comment ça s'est passé dans l'avion là, avant l'arrivée? On a vu comme de tout. Vous avez fait une préparation pour cette nuit? Ouais, énorme, énorme. On est en pleine forme, on a dormi 10 heures, on est chaud pour ce soir. Et ce soir, la ville, elle est vraiment fière de son club? Oui, très fière. Ça fait trop longtemps qu'on court après des grands titres. Et bravo à tout le monde. À tour de rôle, les héros vont aller saluer ce public à qui ils disent tout devoir. Il est juste alors de rendre la coupe aux gaillards et aux gaillardes. On a déjà commencé à faire hier soir, hier après-midi dès que le match a été fini, hop, on y allait. Et vous êtes prêts encore pour une nuit ou pas? Ah oui, tout à fait, oui. En route pour le triomphe, en route pour le rendez-vous avec le centre-ville. Le ton est donné, tout est permis, surtout la folie. Ovation, cris, joie, chaque mètre parcouru dans la ville par les joueurs fait monter l'hystérie. Il y a plein de jeunes, il y a plein de vieux, il y a des gens qui attendent ça depuis longtemps. Tout le monde est heureux. C'est merveilleux, super. Allez, une fois encore. Vous aussi, vous êtes heureux ce soir? Pour une fois, bravo.
Supporters ou président, il y a des moments qui peuvent vous rendre fou d'ivresse. 15 joueurs ont conquis la Coupe d'Europe, mais c'est toute une ville qui, dans son cœur, est championne. Voilà, nous retrouvons tout de suite en direct live, comme on dit Eric Perrin, en direct donc de Brive où ça chauffe. Bruno, vous pouvez l'entendre, Sébastien venait juste de me dire, Sébastien Viard, il y avait du monde. Sébastien, ce soir, c'est vraiment la fête dans la ville, c'est vraiment la victoire. Ah ben ouais, c'est vrai, parce que c'est sûr que bon, même si au mois de juin il y avait du monde aussi, le fait d'avoir perdu la finale, ça n'avait pas la même saveur. Aujourd'hui, on s'est donné les moyens d'y arriver, on a gagné. Qu'est-ce que vous avez ressenti là en défilant dans le centre-ville? De la folie, des gens heureux. Je crois qu'on a eu la chance de pouvoir rendre des gens heureux et à la limite l'important c'est ça. François, c'est vraiment le rugby quand toute une ville est derrière un club, derrière ses joueurs? C'est vrai, c'est toute une ville qui est derrière nous, mais cela depuis déjà de très très longues années et ils attendaient simplement un titre pour réellement s'enflammer. Et la Heineken Cup nous donne l'occasion de les remercier parce que c'est vraiment aujourd'hui un grand titre et un grand moment pour les joueurs et puis toute la cité. Voilà Bruno, tout ce que je peux vous dire c'est que ça a été l'hystérie toute la fin de soirée, ça va être l'hystérie encore toute la nuit. Merci Eric Perrin. L'actualité n'est hélas pas toujours aussi souriante, loin de là. À Madagascar, le passage d'un cyclone tropical dans le sud-est de ce pays, de cette île, a fait une dizaine de morts et une centaine de disparus, selon un tout premier bilan, hélas provisoire, mais aussi des milliers et des milliers de sans-abri. La situation se dégrade de jour en jour en Albanie où les manifestations se multiplient. Des milliers de familles ont tout perdu dans la faillite de sociétés d'investissement pratiquant l'usure. Après de nombreuses villes de province, les troubles ont touché aujourd'hui la capitale, Tirana, où les forces de l'ordre ont eu beaucoup de mal à disperser des dizaines de milliers de manifestants. Patricia Coste. Ils n'ont que des pierres à lancer pour exprimer leur désespoir. Déjà les plus pauvres d'Europe, les voilà ruinés. Un Albanais sur 3 est touché, alors c'est tout le pays qui s'est embrasé. Leur rage est froide. Les policiers n'ont pas vraiment résisté. Ils ont préféré laisser passer ce déferlement de colère. Leurs poches sont vides, alors qu'ils croyaient avoir placé leurs rares économies dans des banques qui leur avaient promis les rêves les plus fous, jusqu'à 100% d'intérêt. Les 35 000 personnes réunies aujourd'hui dans la capitale à l'appel de l'opposition réclament la démission du président Berisha. Celui-ci, conscient de l'extrême gravité de la situation, a promis qu'il rembourserait, mais pas tout de suite, ce n'est pas possible, à partir du 5 février. Les manifestants qui donnent ici le baiser de la mort au président se calmeront-ils? Ils ont déjà incendié les locaux de la principale société pétrolière du pays, des mairies. Ils ont blessé hier le ministre des Affaires étrangères. C'est la fin du règne de l'argent facile. En 91, quand les Albanais ont menacé d'envahir l'Europe, poussés par la misère, après la chute du régime communiste, l'Union européenne, pour arrêter ce flux, a donné au pays une aide humanitaire massive, immédiatement recapitalisée par les Albanais dans toutes sortes de trafics, le temps que le pays reconstitue son infrastructure. Dans l'euphorie de cet argent facile, des établissements financiers ont promis jusqu'à 100% d'intérêt un système de cavalerie qui ne pouvait que s'effondrer un jour. Le président Berisha, partisan du libéralisme économique, a longtemps couvert ces pratiques avant de tenter d'y mettre fin, mais trop tard. Et ce soir, la tension est encore remontée d'un cran avec la mise en alerte de l'armée qui s'est déployée dans les rues de Tirana. Situation très tendue également à Belgrade après les incidents de la nuit dernière au cours desquels des manifestants anti-Milosevic ont été matraqués par les forces de l'ordre. Ce soir, les responsables de l'opposition mettent en garde contre une explosion de colère. Tensions et manifestations enfin en Corée du Sud où des dizaines de milliers de salariés se sont rassemblés dans la capitale Séoul mais aussi dans 13 autres villes de province pour exiger le retrait de la nouvelle loi sur la flexibilité du travail à l'origine de 3 semaines de grève et de manifestations. À Lima, au Pérou, libération cette nuit pour raison médicale d'un général péruvien. 72 personnalités sont toujours détenues dans la résidence de l'ambassadeur du Japon depuis maintenant 40 jours. Quand Volkswagen se penche sur son passé, démarche courageuse de la part des dirigeants de cette firme automobile, car ce passé est peu reluisant. Pendant la guerre, cette firme a en effet employé de véritables esclaves venus de tous les pays envahis par la Wehrmacht. À la demande de la direction de Volkswagen, une équipe d'historiens allemands a travaillé pendant près de 10 ans. Jérôme Catala. 1934, le salon automobile de Berlin. Hitler vient y faire une longue visite. Et c'est ici qu'il annonce sa volonté de voir construire une voiture du peuple, en allemand Volkswagen. Car il a compris que l'auto est devenu le signe d'une certaine ascension sociale et peut même se transformer en outil de propagande. Le projet hitlérien
est finalement confiée au constructeur Ferdinand Porsche. Hitler était un passionné de voitures et il a voulu faire en Allemagne quelque chose comme Ford en Amérique. Il pensait que ce type de voiture serait très populaire et donc il fallait la réaliser à tout prix. Hans Mommsen est l'un des historiens allemands qui a le plus travaillé sur le Troisième Reich. C'est à lui que l'actuelle direction de Volkswagen a demandé d'écrire l'histoire de la firme automobile. Un livre de 1000 pages qui explique donc l'origine de Volkswagen, qui montre les efforts de Ferdinand Porsche pour imaginer une voiture que chaque Allemand doit pouvoir acheter. Mais un travail qui fait aussi la lumière sur l'utilisation de véritables esclaves dans l'usine Volkswagen de Wolfsburg. C'est l'entreprise allemande qui a eu le pourcentage le plus élevé de travailleurs forcés. Des ouvrières polonaises, des prisonniers de guerre soviétiques, des Italiens, des prisonniers allemands et même des détenus des camps de concentration. Beaucoup de ces travailleurs forcés mourront d'épuisement ou de faim. Mais Hitler aura sa voiture du peuple et pourra même parader dans l'une d'elles. L'usine Volkswagen travaillera également pour la Wehrmacht ou pour la Luftwaffe. Après la guerre, Ferdinand Porsche ne passera que quelques mois en prison, puis reprendra ses activités pour sa propre marque. Mais le plus étonnant est sans doute que la coccinelle deviendra, malgré son origine, le symbole même de la Renaissance et du miracle économique allemand. Invité hier soir à Paris du traditionnel dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, Alain Juppé, le Premier ministre, a annoncé la création d'un groupe de travail sur le problème des biens confisqués aux juifs français durant l'occupation. Carole Comon. Il est des soirées plutôt consensuelles. Alain Juppé, Lionel Jospin et Robert Rue sur une même photo pour ce rendez-vous annuel entre le monde politique et les représentants de la communauté juive de France. Près de 400 invités et l'occasion d'aborder les questions qui préoccupent la communauté. La situation au Proche-Orient, la montée de l'extrémisme ou la polémique sur les biens confisqués aux Juifs pendant l'occupation. Sur ce dernier point, le Premier ministre avait réservé une annonce aux participants de la soirée. J'ai l'intention de confier dans les meilleurs délais à un groupe de travail dirigé par une haute personnalité une mission portant sur l'évaluation de l'ampleur des spoliations, le sort qui a été réservé aux biens spoliés, la localisation actuelle de ces biens et leur situation juridique. Tout autant qu'une démarche morale, il s'agit d'un devoir national et je m'engage devant vous à ce que la mission débouche sur des propositions concrètes permettant de faire toute la lumière sur cette période tragique de l'histoire de notre pays. Une décision qui répond au souhait de transparence déjà exprimé par la communauté juive. Un premier rapport devrait être remis au Premier ministre avant la fin de l'année. Et à un peu plus d'un an des législatives, Alain Juppé a réaffirmé lors de ce dîner sa détermination à poursuivre avec la même énergie le combat contre l'extrême droite. La ville de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, à nouveau en pleine campagne électorale à la suite de l'invalidation de l'élection du maire sortant, le socialiste Jean-Jacques Anglade. Bruno Maigret ayant été déclaré inéligible durant un an par la justice, c'est sa femme Catherine qui défendra les couleurs du Front National lors du premier tour dimanche prochain. Le climat est particulièrement chaud là-bas, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux Michael Darmon, Lucien Tellu. Tous, Bayoli, pas la même combat. Continuons le chemin, la liste, ensemble pour Vitrolles. Allez, droit au but, dès le premier tour, votez Roger Guichard. Les sons du marché de Vitrolles ce matin. Les commerçants n'ont plus la parole. Un marché pris d'assaut par les 3 candidats à la mairie et leurs militants. Et vous êtes venus à combien là aujourd'hui? Oh, quelques-uns. On se compte pas, hein. On se compte pas, hein. Venus en force, les élus FN de la région sont derrière le couple Maigret. La tournée commence, chaque candidat de son côté fait son marché électoral. Il faut que ça change. Alors, vous savez que à des moments, ça va trop. Alors, vous voyez que Marius Masse, vous le connaissez, il a battu Jean-Marie Le Pen lui-même en 88 et il vient nous aider à battre Bruno Maigret et son équipe avec nous.
Au bout d'une heure et du deuxième tour de marché, la tension monte entre la gauche et le FN. Mais toutes les femmes sont voilées à Vitrolles. Toutes les femmes portent la chaussée à Vitrolles, madame. Non, pas du tout. Répondez-moi. Pourquoi vous refusez le dialogue? Dans les allées, c'est la cohue et certains commerçants réagissent. Vous payez un peu la place ou alors vous allez ailleurs. Vous êtes tous là, qu'il en reste un qui donne les papiers, d'accord? Même deux. Mais vous êtes tous rentrés là. Non, il faut être logique là quand même, on est là pour travailler nous aussi. Les commerçants en colère, il faut bien que campagne se passe, répond Catherine Maigret. Il faut savoir aussi ce qu'ils veulent. S'ils veulent changer de maire, il faut se donner un petit peu de mal quand même. Hein. Et il faut supporter tout ça, malheureusement. Quand vous voyez des équipes de 100 ou 150 personnes, des gens qui ne sont même pas vitrolés, on se fout de nous. Dernier dimanche avant une élection qui, à Vitrolles, se jouait ce matin en plusieurs tours de marché. Une fois les candidats repartis, les Vitrolais saturés de politique ont pu enfin reprendre leur course. Cette semaine sera largement axée pour Jacques Chirac sur le problème de l'emploi des jeunes. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le président de la République affirme qu'il est décidé à lancer une véritable croisade sur ce dossier dont il a fait la priorité de l'année. Une préoccupation que Jacques Chirac qualifie d'échec de toute la société. Le saviez-vous, il existe une Coupe du Monde de la pâtisserie et cela se passe bien sûr en France, plus exactement à Lyon, notre capitale gastronomique. 16 pays s'affrontent sur 2 jours et nos envoyés spéciaux Didier Guyot et Jean-Claude Martin en sont revenus baba. Le regard est précis, le geste habile, ils sont chocolatiers, pâtissiers, glaciers. Ils sont les meilleurs du monde et ils s'affrontent armes à la main pour le plus grand plaisir des yeux et de la bouche. On en oublie presque à la limite que c'est de la glace qu'on est occupé à tailler, que c'est du sucre qu'on est occupé à former, où on se rapproche des souffleurs de verre et puis on se rend compte que l'art de l'éphémère, même s'il est éphémère, eh bien il peut être beau et il demande beaucoup de travail, beaucoup de nervosité, beaucoup de tension. Alors c'est un stress continuel. C'est une course contre la montre. On peut faire tellement de choses extraordinaires. Ça me plaît énormément. Chocolat, sorbet, meringue, nougat, orange, abricot, cannelle, tous les ingrédients, tous les parfums sont au rendez-vous. Après 2 ans de préparation, c'est aujourd'hui le jour J pour honorer le roi dessert. Souvent les cuisiniers ont démarré par la pâtisserie. Et la pâtisserie, c'est la fin du repas, c'est le bouquet final. Et si la pâtisserie est loupée, tout est loupé. 9 heures de travail assidu et voici le moment où il faut affronter le jury. Seul dessert imposé, l'entremets au chocolat. La dextérité, l'originalité, la présentation sont notées, sans oublier les saveurs et le goût. Un bon contraste de crème et de croustillant. Très intéressant, c'est bien fait. Puis vient la présentation finale pour le plaisir des yeux. Là, le pâtissier est devenu sculpteur. Avec un peu de sucre et de chocolat, il s'est métamorphosé en artiste. C'est peut-être l'extrême, c'est difficile évidemment que je dirais, le grand public puisse tomber sur ce genre de choses, mais c'est très bien aussi que les médias puissent montrer aussi que les pâtissiers, c'est pas seulement un éclair ou une tarte aux pommes, mais ça permet aussi de voir autre chose. Et ça, c'est peut-être un petit peu l'artisanat, et ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Voilà, devant ces talents, on en reste comme 2 ronds de flanc, si vous me permettez l'expression. Après les œufs à la neige, le polo sur neige, cette compétition tout à fait sérieuse et très PCBG ne pouvait se dérouler ailleurs qu'à Megève. Reportage Valérie Astruc, Philippe Turpot. Ils préfèrent galoper sur le gazon, mais une fois par an, leur maître les emmène s'aérer en altitude. Nous sommes à Megève, rendez-vous chic du polo sur neige. Les joueurs viennent de tous les continents, mais pas de n'importe quel milieu. Ça restait toujours un certaine élite de gens, parce que c'est le seul qui pouvait affronter les énormes dépenses. Oui, tout sport qui est lié au cheval, c'est toujours cher. La monture fatigue vite, il faut en changer souvent. L'amateur de polo distingué doit posséder 4 chevaux minimum. D'un côté, le tout Megève sous des tentes bien dressées, de l'autre, le tout public quelque peu perplexe. Mais je connais pas bien les règles, alors c'est un peu difficile à suivre. C'est très joli, seulement il faudrait qu'ils nous donnent des petits papiers avec des explications comment ça fonctionne, parce qu'on comprend pas tout. Pour les habitués, ça tombe sous le sens. C'est très facile, il y a 2 équipes de 4 joueurs qui s'affrontent et doivent mettre les goals dans un but et ensuite dans l'autre. Ensuite les équipes s'inversent. Les joueurs doivent maintenir une ligne et la garder. Et dès qu'un joueur coupe la ligne, c'est faute. L'histoire aura coûté la bagatelle d'1 million de francs. Les mécènes, bien sûr, y pourvoiront.
Vous avez de l'argent? Moi non, mon mari. Le chien vient avec nous, oui. Il regarde les matchs, il est habitué aux matchs, il aime jouer. Pourquoi il est habitué? Parce qu'il est élevé sur le terrain. Ça sur le terrain? Sur le terrain de polo de Saint-Tropez. Mais la saison d'hiver n'est pas terminée. On se retrouvera en Suisse, à Saint-Moritz, Champagne. Connus pour leur passion des chevaux, les Anglais apprécient de moins en moins les pigeons, qui souillent entre autres les monuments londoniens. Désormais, interdiction sera faite de nourrir ces aimables volatiles. In English Pigeon, reportage de notre correspondant Étienne Lénart. Qui n'a pas eu un jour l'irrésistible tentation de se transformer en perchoir dans un coin de Trafalgar Square? Comment rentrer au pays sans une photo des pigeons plein la tête, en bravant les risques de salmonelle et de tuberculose? Et pourtant, les autorités ont tranché. Dans quelques mois, nourrir des pigeons sera passible d'une amende de 200 francs, n'en déplaise à l'Office du tourisme et aux millions de visiteurs pour qui Londres sans pigeons ne sera plus vraiment Londres. C'est amusant pour les touristes. Les pigeons, c'est très joli. Ce n'est pas important que la place soit sale. Je suis américain et c'était vraiment le but de mon voyage, donner à manger aux pigeons. Les oiseaux sont porteurs de maladies. Et avec des crottes de pigeons un peu partout, ce n'est pas très sain. En outre, madame, les généraux de Trafalgar Square en ont par-dessus la tête des 200 000 pigeons qui s'oublient chaque jour sur leurs mains ou leurs chaussures. À la couronne chargée du nettoyage, il en coûte chaque année 1 million de francs. L'ardoise, mais aussi l'hygiène, ont eu raison de la tradition. Personnellement, je n'ai aucun problème relationnel avec les pigeons. J'aime bien en manger autant que n'importe qui d'autre. La vraie question, ce n'est pas de savoir s'il faut ou non des pigeons dans la ville. Le problème, c'est leur nombre et leur concentration au mètre carré. Trafalgar Square revêtira donc bientôt les habits tristes d'une place sans pigeons ni touristes. Au moins, la décision nous épargnera-t-elle désormais la vision ridicule d'un correspondant de presse tentant d'y faire son métier. La décision révélée par la presse est pour la municipalité à l'image de ces adorables volatiles plutôt embarrassante. Dur métier que celui de correspondant à Londres. Après les pigeons d'anglais, les coucous allemands. Avec ce reportage éminemment instructif sur une industrie qui emploie tout de même 12 000 personnes. Reportage Ludovic Fossard et Sylvain Gauthier en Forêt-Noire. Coucou, c'est nous. C'est ici qu'ils vivent, entre les feuilles mortes et le soleil de l'hiver, quelque part dans une cage de nature aux barreaux de sapin. Écoutez bien, c'est presque un chant d'amour. Et c'est drôle comme ici, même le ciel semble se cacher dans le brouillard pour mieux entendre le chant de l'oiseau de la forêt noire, qui, c'est un peu triste, n'est rien d'autre que cela. Le son du coucou dépend de la taille du soufflet. Le principe de fonctionnement est toujours le même. La tonalité et la taille du soufflet dépendent de l'horloge. Mais tout de même, le coucou c'est du travail. 250 ans qu'il est fait à la main dans du bois de tilleul. Et ceux qui les fabriquent se prennent parfois pour des Picasso de l'horloge, des Magritte du coucou rococo, des artistes en fait. C'est de l'artisanat, mais on peut dire de certaines pièces que ce sont de véritables chefs-d'œuvre. Si on pense au grand coucou de plus de 50 cm, là je pense qu'on peut vraiment parler d'œuvre d'art. Et comme c'est joli, rien que de la sculpture, 7000 francs l'ensemble pour un nid confortable. C'est vraiment mignon, je vous l'avais bien dit. Ce sont des horloges très beaux. Très belle. Très belle, oui. Pourquoi? C'est parce que c'est du bois, c'est très naturel, c'est naturel. Naturel donc? Et même parfois c'est carrément du naturel industriel. 60 millions d'horloges vendues par an, il en faut pour tous les goûts. Les Américains préfèrent les coucous très colorés, et ici en Europe on préfère les choses plus traditionnelles. Celui-là est un peu vieux, un peu enroué, mais c'est un coucou géant, le plus grand du monde, qui lance à la lune nouvelle le bonsoir de la forêt noire.
Attention, comme le coucou, le petit oiseau va sortir à Miami. Il y a des flics, certes, mais aussi beaucoup de photographes. À cause du climat, mais aussi du professionnalisme américain bien connu, Miami est devenue depuis quelques années la capitale mondiale de la photo de mode. Notre envoyé spécial, Laurent Boussier, a suivi une équipe du magazine Modes et Travaux. Voilà, comme ça. Stay like that. Voilà, comme ça. Très bien. Début d'après-midi sur les plages de Miami, tous les 100 mètres, des photographes et des mannequins travaillent pour les journaux et les catalogues du monde entier. Hommes, femmes, enfants, depuis quelques années, Miami est devenue la capitale mondiale de la photo de mode. Ici, on a les plus beaux décors naturels, beaucoup de mannequins, des agences de production très professionnelles. Vous pouvez tout louer sur place et la lumière est merveilleuse. Julianne est américaine, mais aujourd'hui, elle travaille avec une équipe française. Elle va faire la couverture du numéro de juin de Modes et Travaux. Je travaille toujours entre ici et New York pour faire des photos, mais l'hiver, je préfère être ici, c'est quand même mieux. C'est même beaucoup mieux. Les séances durent en moyenne une demi-journée, prix de base pour un jeune mannequin 2500 francs. Carte de maquillage, matériel, tout est sur place, seuls les vêtements arrivent de France. Ils sont sous la garde d'Odile, c'est elle qui, avec le photographe, a choisi les mannequins. Venir à Miami représente pour son journal beaucoup d'avantages. Ici, tout est facile. Toutes les agences américaines ont des succursales ici. Vous choisissez une fille la veille, vous l'avez pour le lendemain. Il y a toutes les plus belles filles qu'on peut avoir, qu'on n'a pas toujours à Paris d'ailleurs. Pour un reportage complet ou pour un catalogue, les photographes restent, eux, une bonne semaine. Certains jours, jusqu'à 70 équipes travaillent en même temps sur la plage ou dans la ville. Pour l'instant, Miami est donc la capitale incontestée de la photo de mode. Mais déjà, d'autres pays lui contestent cette place. L'Afrique du Sud, par exemple, depuis la fin de l'apartheid, attire de plus en plus de photographes et de mannequins. La transition est toute trouvée pour revenir à Paris sur les présentations des collections masculines automne-hiver jusqu'à mardi. Ce soir, Nicole Cornu-Langlois nous emmène chez Ungaro. Ces hommes-là ne sont pas conventionnels et c'est ce qui nous séduit d'emblée. Des hommes qui travaillent en donnant l'impression d'être en week-end. Ce mélange de couleurs, cette abondance de matières différentes, cette nonchalance, cette façon de se promener dans la vie en évitant les aspérités, une certaine dérision liée au dandysme. C'est l'univers Ungaro-homme, différent de celui plus mystérieux des femmes qui fascinent ce couturier depuis longtemps. Pour l'homme, l'objectif est plus précis. C'était de sortir l'homme de son carcan de costume traditionnel, entoilé à mort. C'est cette notion de liberté que j'ai recherchée pour les femmes depuis toujours, depuis que j'ai commencé à faire ce métier, et que je veux absolument retrouver chez les hommes pour leur donner cette espèce de, comment dire, d'aisance dans leur propre vie. Et puis qu'ils aient envie de dire ce qu'ils veulent dire avec ce qu'ils portent. Il est fragile. Il est intériorisé. Il est romantique. C'est l'anti-match par excellence. Et c'est pour cela qu'on l'aime. C'est l'homme pour le cocooning au coin du feu de cheminée avec l'écharpe nouée en souvenir d'eux. Cet homme-là ne porte ni smoking ni paillettes, car il fuit les mondanités, à l'image de Jean-Pierre Léo, choisi par Emmanuel Ungaro pour symboliser ses créations. On l'appelle la Duchesse Rouge. Sous Franco, cette aristocrate espagnole a connu la prison puis l'exil. Dans son palais andalou, les archives de la famille qui remontent au XIIe siècle et des révélations plutôt explosives qui bouleversent une version trop politiquement correcte de l'histoire. Reportage Geneviève Moll, Philippe Gasselin. Sa famille remonte au XIIe siècle. Luisa Isabel Alvarez de Toledo, duchesse de Medina Sidonia, ne compte plus ses lettres de noblesse. Et dans son palais dominant la ville andalouse de Sanlúcar de Barrameda, elle se bat pour conserver ceci. Des archives qui retracent au long des 7 derniers siècles une histoire de l'Espagne, de l'Europe et de l'Amérique, non encore écrite. Et nous avons quoi? L'histoire vécue. Pas l'histoire, ce document officiel qui va cacher très souvent la vérité, parce que ça ne convient pas à celui qui le crée ou qui le dicte. Dans ce texte de 1464, par exemple, il y aurait la description de fleuves d'Amérique du Sud 30 ans avant le voyage de Christophe Colomb. Par d'autres textes, eh ben, j'ai trouvé
ces fleuves, c'était entre autres l'Amazone, l'Orénoque et le Magdalena. On pourrait réécrire l'histoire d'Isabelle la catholique, mais aussi suivre au quotidien la Révolution française et voir comment, le 15 juillet 1789, un journaliste de l'époque racontait la prise de la Bastille. Un véritable trésor. Pour le préserver, la duchesse a créé il y a 4 ans, avec la province d'Andalousie, une fondation à laquelle elle a donné le palais et les archives, à charge pour elle de les ouvrir aux historiens. De son côté, la province fournit une subvention annuelle d'1 million de francs. Pendant 3 ans, pas de problème. Les chercheurs viennent, les publications s'enchaînent avec une nouvelle histoire qui s'écrit et qui dérange. Alors, depuis 1 an, plus de subventions. Le prétexte, la diffusion du catalogue des archives. Depuis la première année, quand nous avons signé la première convention, il y a 4 ans, nous demandons la communication des index. La première fois que j'ai entendu parler de qu'ils voulaient les index, c'était en octobre de cette année. Et la lettre date en effet du 10 octobre 96. Mais surtout, les index n'existent pas. Il n'y a que la liste non classée faite par la duchesse elle-même des documents introuvables sans elle. La bataille autour de ces archives semble relever d'une volonté de les soustraire à la garde de quelqu'un qui ne badine pas avec la liberté d'expression. La duchesse rouge continue de se battre. Avant de vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de nos programmes, de bien belles images que l'on aimerait voir plus souvent, celle de la journée de gala qui a clos cet après-midi à Bercy les championnats d'Europe de patinage avec entre autres un triomphe pour Candeloro. Nathalie Moisan. Survolté Travolta Candeloro. Quand il danse sur la glace, c'est tout son public qui fond. Visiblement, il aime ça, faire son show, et de la chaleur à Bercy, il n'en manquait pas cet après-midi. Visiblement aussi, les spectatrices sont appréciées. Le gala exercice de liberté pour tous les patineurs, mais plus encore pour le plus cabot d'entre eux, sacré vice-champion d'Europe cette semaine. Autre médaillé français, le couple Menottes-Lavanchy, numéro de séduction pour ce duo, 3e dans l'épreuve de danse. On ne patine pas avec l'amour chez les Russes, mais eux s'aiment à la hussarde. Exceptionnels, Oksana Krichouk et Evgeny Platov, champions d'Europe et du monde de danse. À voir leur virtuosité, on comprend pourquoi. Un gala pour la beauté du spectacle, le temps de faire oublier certaines absences françaises au palmarès. Il est vrai que Surya Bonali se remettait juste d'une blessure à la cheville. Écrasante présence des Russes en revanche, qui pour la première fois dans les championnats d'Europe ont raflé toutes les médailles d'or. À ne manquer sous aucun prétexte ce soir vers minuit 15 sur France 2, une spéciale musique au cœur consacrée par Ève Ruggieri à la belle Hélène d'Offenbach. Juste avant le dernier journal, donc présenté par Florence Daucher. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Philippe de Villiers. Bonne fête au Pôle, bon anniversaire à Eddie Barclay, Paul Newman, Roger Vadim, Michel Sardou et Michel Delpech. Le dicton météo du jour, pie dans la ferme, neige à court terme, faute de pie, j'aperçois une riouée dans le studio. Demain à 13h, vous retrouvez Patrick Chen. Rendez-vous 20h. Excellente soirée, merci.